Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette table ronde qui s'intitule « Quand le désordre s'installe dans la maison ». Je m'appelle Raphaël B. Adam. J'aurai le plaisir d'animer cet entretien avec trois autrices. Nous avons tout au bout Myriam Vincent. Ensuite, nous avons Nancy Vickers et Marie Bellil. On va essayer de... Oui, je pense qu'il va falloir tenir les micros... Parce qu'on m'a dit qu'il faut parler quand même proche pour qu'on ait le bon son. Puis, ouais, je pense que le tien est juste derrière, Nancy. Donc, pendant qu'on va avec les petits ennuis techniques, je vais commencer par vous présenter nos trois panélistes. Donc, Myriam Vincent, née à Contrecoeur en 1994. Myriam Vincent détient une maîtrise en littérature de langue française à McGill. Elle a publié quelques textes dans les revues littéraires Le Pied et Cavale avant de se lancer dans l'écriture de son premier roman, Furie, qui a remporté le prix des rendez-vous du premier roman. Elle est également éditrice chez Poète de Brousse, où elle dirige la collection Prose. Et À la maison, son deuxième livre, est paru en mai 2022. Donc, bonjour Myriam. Bonjour. Ensuite, nous avons Nancy Vickers. Établie à Ottawa depuis plus de 40 ans, Nancy Vickers a publié de nombreux romans et contes dont les univers se trouvent à la frontière du fantastique, du gothique et de l'érotisme. Fascinée par les accumulateurs compulsifs, mieux connus sous le nom de hoarders, la romancière explore ici, dans un récit déjanté, ce syndrome de Diogène qui mène les personnes qui en sont atteintes au pire désordre, voire à la folie. Bonjour Nancy. Bonjour. Et finalement, nous avons Marie Bellil, qui poursuit depuis de nombreuses années une démarche d'écriture affirmant un intérêt premier pour la forme et la matière même du texte, souvent associée à des recherches pluridisciplinaires en art visuel, en art numérique et en design graphique. À ces nombreux livres publiés au Norrois s'ajoutent des publications numériques et des publications en auto-édition. Bonjour Marie. Bonjour. Donc, pour bien commencer, j'aimerais vous demander à toutes les trois de nous faire un résumé de chacun des livres pour lesquels vous êtes ici, les livres qui s'inscrivent dans la thématique. Donc, vous pouvez y aller. Je ne sais pas qui veut commencer, mais... Je peux y aller puisque je suis au bout. Donc, le roman qui touche au thème d'aujourd'hui, c'est « À la maison ». Je le résumerai en disant, on suit Jess, en fait, qui est la personnage principale, qui nous livre un témoignage. C'est une jeune femme qui est enceinte pour la première fois et qui, suite à cette grossesse non prévue, décide d'essayer d'aller chercher ce qu'elle considère être un cadre familial idéal pour son enfant. Donc, elle veut s'acheter une maison en banlieue avec son chum, s'installer. Et vu la crise du logement puis le prix des maisons, elle est prise pour s'acheter... elle et son chum achètent une maison qui est assez étrange d'apparence. Donc, elle est toute blanche, elle est faite de façon très étroite, très haute, et elle est vraiment un peu isolée dans la forêt, dans la région. Mais ils se disent, on va la rénover, il n'y a rien là, c'est pas grave. Donc, ils l'achètent, ils entrent dedans, et finalement, ça ne se passe pas exactement comme ils pensaient que ça allait se passer. Donc, ça reprend quand même beaucoup de tropes là, classiques de l'histoire de maisons hantées. Donc, il y a des bruits, il y a des phénomènes étranges, et Jessica elle-même n'est pas sûre de est-ce que les phénomènes arrivent vraiment, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui habite la maison, ou est-ce que c'est elle qui, puisque sa grossesse se passe pas très bien, puisqu'elle a du mal à s'adapter à ce nouveau rôle de mère qu'elle est en train d'incarner, est-ce que c'est elle qui fabule? Donc, c'est cette tension-là, en fait, qu'on suit là, à travers le récit. Oui, c'est un très bon roman, d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié. Donc, Nancy, si tu veux y aller avec le tien. D'accord. Alors, mon roman, c'est sur les accumulateurs compulsifs ou les hoarders. Mon personnage principal s'appelle Elsa. Alors, Elsa est une accumulatrice compulsive qui ne peut pas se défaire de ses choses et cela nuit à toutes ses relations. Sa mère lui dit, ça a commencé, sa mère lui disait toujours de se ramasser, puis elle faisait disparaître ses objets, ses jouets quand elle ne se ramassait pas. Alors, tout au long de sa vie, elle accumule des choses. Les objets sont pour elle, les objets ont une âme. Les objets ne peuvent pas lui faire mal, tandis que les humains, oui. Alors, mais elle se retrouve là avec trop de choses, puis ça ferme la porte à tout le monde. Et elle rencontre aussi toutes sortes d'amis qui sont des collectionneurs différents, dont une qui
qui collectionne les choses de la mort chez elle. C'est comme une espèce de petit musée de la mort. Et il y en a un autre, c'est les animaux. Alors, les maisons ne respirent plus, sont trop pleines. Bon, c'est ça mon personnage. Et c'était aussi un roman que j'ai bien apprécié. Merci. Donc, Marie, ton livre qui n'est pas un roman, mais qui est un recueil. Oui, je ne sais pas trop comment classer ça. Mon éditeur publie surtout de la poésie, mais c'est des courtes proses, en fait. C'est comme des micro-récits, si on veut. Et l'idée que j'avais eue, en fait, je rétrécis un peu la maison, c'est de faire, en quelque sorte, l'inventaire des chambres que j'ai pu occuper dans ma vie, qui commence à avoir quand même quelques années derrière moi. Et on a plus derrière que devant. Et donc, voilà, pour chacune des chambres, il y a une brève narration, une toute petite histoire, une évocation, soit d'un événement qui y a eu lieu ou d'une sensation, et toujours accompagné d'un petit dessin, un petit croquis. Donc là, on est dans l'univers vraiment intime, mais il y a des chambres joyeuses, il y a des chambres avec amants, il y a des chambres avec mère, mais il y a aussi des chambres tristes. Donc, on peut rejoindre les maisons qui semblent un peu menaçantes de mes voisines. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. C'était un exercice intéressant. En tout cas, j'ai aimé voir là, toutes les différentes facettes des chambres dans la vie. Donc, ça met un peu la table pour expliquer un peu à tout le monde d'où on part dans cette discussion-là. La première question que j'aimerais vous poser, c'est que chacun de vos livres mettent de l'avant des lieux particuliers, si on veut. Donc, on en a parlé, cette espèce de maison étrange, presque hantée pour Myriam, toutes les chambres dans lesquelles on a vécu, et aussi le désordre omniprésent qui devient presque un lieu, en fait, parce que la maison s'efface. On entend peu parler des pièces, on les définit mieux comme dans le désordre. Puis je me demandais, en fait, comment vous en êtes venu à choisir ces lieux spécifiques-là? Pourquoi avoir envie de construire vos livres autour? Et une sous-question un peu pour Marie, comment le choix des chambres s'est fait, en fait? Pour moi, en fait, d'abord, c'était l'idée d'écrire une histoire de maison hantée. Donc, évidemment, la maison était très importante, mais je suis une grande lectrice d'histoires de maisons hantées. C'est quelque chose c'est un type d'histoire que j'aime beaucoup. Mais la plupart des maisons hantées, c'est des maisons vieilles, lugubres, noires, sombres. Puis j'avais envie, en fait, de renverser ce trope-là, d'aller dans le contraire complètement. Donc, cette maison-là, en fait, c'est une maison ultra-moderne. Puis, bon, si on regarde les tendances en décoration d'aujourd'hui, c'est beaucoup ça, c'est le minimalisme. Tous les murs sont blancs, il n'y a presque pas d'objets décoratifs, c'est des lignes très épurées. Puis moi, je trouve ça angoissant. Comme je trouve que ça fait inhabité, je trouve que je trouve ça froid, je trouve ça vraiment un peu inquiétant comme décor. Ça fait faux un peu, là. Ça fait faux un peu, effectivement. Donc, je trouvais ça intéressant d'aller chercher une maison comme ça qui finalement est non rénovable. La personnage va essayer de la peinturer, elle va essayer de changer les fenêtres et finalement, la maison résiste à ce changement-là. Donc, ça me permettait d'aller chercher plein de métaphores aussi avec parfois l'aseptisation des relations humaines là, ou de tout ce qu'on trouve dans ces courants modernes-là. Oui, tout à fait. Alors moi, ça a commencé qu'il y avait une hoarder, une accumulatrice compulsive, pas loin de chez nous, 2e rue. La ville est venue vider sa maison 3 fois. Elle ramassait tout. Même derrière la maison, il y avait à peu près 150 bicyclettes. Alors, ça avait pris pas mal de camions de la ville de défaire ça. Puis ça me fascinait. Je regardais les émissions à la télé. Il y a des émissions qui s'appellent Hoarding, Buried Alive. Mais je trouvais qu'il explorait toujours le côté sensationnel et on n'exploitait pas le côté psychologique de la personne. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle accumule? Pourquoi elle s'attache à ses objets? Pourquoi elle n'est pas capable de les laisser, ses objets? Pourquoi ça lui en prend toujours plus? Parce qu'il y a comme un vide en elle qu'il faut qu'elle remplisse. Alors, quand elle voit des espaces vides dans la maison, elle n'est pas capable. Il faut qu'elle la jette, puis c'est toujours une chose après l'autre.
Puis ça nuit à toutes ses relations personnelles avec son mari qui va la quitter, puis sa fille aussi, qu'elle va perdre sa fille, puis elle va rencontrer aussi d'autres personnages c'est des collectionneurs, enfin. Ça m'intéressait parce que j'en connais plusieurs. Parce que même mon mari, quand il est parti, ça m'a pris 4 mois et demi à vider la cave. C'était plein jusqu'au plafond. Alors voilà, c'est l'objectophilie, c'est tomber amoureux d'objets. Voilà. Ouais. Puis c'est vrai qu'on ne voit pas souvent cet aspect-là. C'est vrai que dans les émissions qu'on regarde là-dessus, c'est ça, le côté très, très en surface, le côté, on montre le côté problématique, mais on n'explique pas pourquoi ces gens-là ont on n'essaie pas de comprendre nécessairement leurs problèmes, mais plutôt de montrer le résultat, là, si on veut. Parce que j'ai demandé à celle dont on est venu vider la maison 3 fois comment ça a commencé. Alors, elle m'a dit que quand elle était petite, sa mère, elle ne se ramassait pas. Puis sa mère elle disait, tu ne te ramasses pas, ça va disparaître tes choses, tu ne ramasses pas tes jouets. Alors, elle a fait, elle ne ramassait pas sa poupée est disparue. Sa mère lui disait, la maison, il y a un grand trou noir dans la maison, puis avale les choses quand tu laisses le désordre. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Ah oui, il y a de quoi devenir accumulatrice. Oui. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le glissement entre l'idée de collectionner des objets qu'on aime et le désordre, l'accumulation compulsive, parce que parfois, enfin, je pense, moi aussi, j'en connais des gens qui... Ah, on entre là, on étouffe, là, et voilà. Et la frontière peut être un peu ténue parfois. Donc, c'est ça, dans ton cas, Marie, il y a beaucoup de chambres, justement, dans le recueil. Puis, je sais que tu l'expliques dans les sections anti-chambres du recueil, mais pour le bénéfice des gens, si tu peux expliquer un peu ton processus pour choisir les chambres, comment tu les as sélectionnées? Bien, en fait, il y a eu un travail un peu... comptable presque, je me suis fait un tableau Excel, tout ça, bon, pour raviver la mémoire et me dire, bon, OK, dans l'enfance, oui, j'ai vécu là, bon, etc. Je suis arrivée avec, je me souviens plus combien au total de chambres dans mon tableau Excel, mais j'avais pas comme idée d'écrire à propos de chacune d'elles parce que il y en a à l'égard desquelles il y a peu de choses à dire. Il y en a dont je me souvenais de l'adresse, par exemple, mais j'avais aucune vision, j'arrivais pas à revisualiser le lieu, ou encore, ce que j'en visualisais par ton était comme sans intérêt, et j'ai voulu aussi, dans le livre, avoir une variété. Il n'était pas intéressant de faire 2 chambres d'enfance semblables avec la même sensation. Donc, voilà, j'ai aussi essayé de faire un panorama assez vaste. Et puis, il y avait cette idée des catégories qui m'est venue à un moment en constatant que, ah oui, il y a les chambres de l'enfance, mais il y a les chambres... Comme je disais tout à l'heure, avec mère, j'ai les chambres de tristesse, j'ai les chambres avec amant, j'ai les chambres d'hôpital aussi. Voilà, donc il y en a qui sont moins joyeuses que d'autres, mais je trouvais ça a vraiment été un travail de mémoire, mais aussi, oui, de mémoire, et en même temps de ce que je trouve assez amusant quand les gens ont lu le livre et m'en parlent. Ils répondent bien à la crainte que j'avais. Moi, je craignais que ça n'intéresse personne. En fait, c'est mes chambres à moi. Mais les gens me disent, ben non, moi, quand je lis telle chambre ou telle autre, ça me rappelle, oui, la chambre où j'ai habité à Chicoutimi, ou telle autre chambre. Et ça, les gens dans leur propre chambre. Donc, je suis assez contente de ce que ça donne. Oui, ben, c'est une bonne idée. Puis c'est vrai que c'est ça, c'est comme une sorte de catalyseur qui permet de réactiver des... Ben, c'est un lieu... Ben, la maison est un... Il y a ce côté-là aussi avec la maison. La chambre est un lieu de... Comment je dirais? Il y a une densité du lieu. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a une condensation d'histoires personnelles, de vécu et d'émotions, je pense, dans les lieux. Dans les objets aussi, mais dans les lieux, c'est encore davantage parce que l'objet, il est à côté de nous, mais le lieu, on est dans le lieu. Donc, le lieu nous habite tout autant qu'on l'habite, je pense. Et c'est là, je pense, qu'il y a une parenté entre nos 3 livres, mais je pense que c'est le lieu qui... Voilà. C'est ça. Oui, il y a différentes parentés à divers degrés. D'ailleurs, en fait, dans les 3 livres...
les lieux semblent vivants. En fait, ils deviennent soit des sortes de gardiens de la mémoire, soit du passé des personnages ou de ceux qui les ont précédés. Puis, est-ce que vous avez, puisque Myriam parlait tantôt de la maison qui résiste à se faire peinturer, qui résiste à ce qu'on mette des posters sur les murs, bon, est-ce que vous avez considéré les lieux ou les objets aussi, dans le cas de Nancy, comme des personnages dès le début du processus de création? Ou est-ce que vous les considérez comme des personnages tout court, en fait? Parce que, en tout cas, pour moi, ça semblait... je trouvais qu'il y avait des caractéristiques de personnages dans ces lieux-là, mais je ne sais pas comment vous l'avez vécu quand vous avez décidé de créer vos livres. Oui, je pense qu'effectivement, les lieux... en tout cas, dans mon livre, La Maison, c'est sûr que ça devient un personnage. Puis je pense qu'en général, je considère un peu les lieux comme ça. Que c'était super bien dit, Marie. On habite les lieux nous habitent. Puis en fait, moi, c'est aussi la question de savoir... à quel point est-ce que ce sont les lieux qui nous influencent, puis à quel point est-ce que c'est nous qui influençons les lieux? Donc, ces questions-là, c'est ça, j'arrivais pas à trouver une réponse. Donc, c'est cette exploration-là. Tu sais, par exemple, si on a vécu un moment malheureux de notre vie dans un appartement et qu'on retrouve l'odeur de cet appartement-là des années plus tard, ça va être associé à quelque chose de malheureux, mais l'appartement en lui-même, est-ce que vraiment le décor était triste? Parfois, oui. Parfois, on est dans un misérable trou à rats, puis ça devient difficile. Bon, on le vit avec la pandémie aussi, quand on était confinés dans nos environnements. Je pense que les environnements dans lesquels on habite sont devenus encore plus importants, encore plus liés à notre bien-être. Donc, ouais, c'était cette question-là. Mais effectivement, il y a une couche de plus à la maison où est-ce que là, vraiment, la maison va résister. La maison va être elle-même un personnage, donc va habiter Jessica autant que Jessica va l'habiter. Puis en fait, ce que tu dis renvoie, je pense que je ne sais pas si c'est en 4e de couverture, il parle de mémoire métonymique, là, mais oui, c'est ça. Ça renvoie un peu à ça, en fait. Oui, la partie qui contient le tout, voilà. Alors moi, les lieux, c'est vraiment les objets qui deviennent vivants, puis on se demande si les objets ont une âme. Alors, il y a toutes sortes d'objets. Elsa, elle est fascinée par une tête, des têtes en cire. Des fois, c'était Marilyn Monroe, puis elle lui parle comme si elle était vraiment une vraie personne. Puis Marilyn écrit des poèmes, alors elle s'identifie avec les poèmes. Puis elle ne peut pas posséder les personnes, comme il y a un écrivain qu'elle aime beaucoup. Elle ne peut pas la posséder, elle ne peut pas l'avoir, mais par les objets, oui. Alors, elle va acheter des objets qui se trouvent dans ses livres. La même chose. Alors, les objets ne peuvent pas lui faire mal. Puis pour elle, je pense que les objets ont une âme, parce qu'il y a même dans ça, il y a même une voiture. Ça s'appelle la mécanophilie, l'amour d'une voiture. Oui. Bien, il y a un garage dans les maisons aussi. Alors, c'est un lieu aussi. Alors, j'ai essayé de mettre différentes choses. J'ai exploité aussi le syndrome de Noé. Ce sont les animaux qui habitent la maison, qui sont des choses, mais sont des choses vivantes. Mais la plupart du temps, c'est juste des choses, tomber amoureux des choses. Il y a une musicienne qui est amoureuse de son violoncelle. Elle fait corps avec son violoncelle. Ils font un. Alors, c'est ça. Tout ce qu'elle ne peut pas avoir, les personnes qu'elle ne peut pas avoir, elle va acheter des objets pour compenser. Puis, pour les objets, l'aiment. Oui, puis c'est évident dans tous les exemples en fait que tu nommes et plein d'autres dans le roman. C'est évident que ces objets-là sont vivants pour elle, là, à ses yeux. C'est très, très clair, oui. Oui, c'est plus que des symboles. C'est des symboles, oui. Mais c'est plus que ça. Elle les investit vraiment d'une personnalité. J'imagine ça doit être... Ouais. Oui. Je m'excuse, là. Est-ce que vous pourriez me dire Caméra lucida? Oui. C'est quoi le titre? Qu'est-ce que ça veut dire lucida? Exactement? Je regardais ça. Oui. Non, mais ça peut intriguer beaucoup de gens. C'est en latin. En fait, on traduirait en français par la chambre claire. Mais c'est surtout, oui, la chambre claire par opposition à la chambre noire en photographie, d'une part. Et d'autre part, et surtout, une chambre claire ou une caméra lucida, c'est un espèce de dispositif d'outil de dessin. On met sur une table, on met une feuille pour dessiner, et il y a une espèce de tige au-dessus de laquelle il y a un prisme. Et le prisme va projeter sur notre feuille
l'image de ce qu'on veut dessiner. Mais l'image est inversée et l'image, elle est transformée par le prisme. Donc, c'est un peu ça dans mon livre, c'est l'image, c'est mes chambres, mais vues par le prisme du temps qui a passé. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des dessins, mais j'allais dire, tout ça est vrai, mais tout ça est forcément transformé par cet outil de dessin et de mémoire. Donc, voilà, c'est la caméra lucida. On peut trouver sur Internet des graphiques qui montrent un peu, démontrent un peu le petit système de dessin. Ouais. Puis j'imagine aussi que ces chambres-là devaient être pas nécessairement des personnages, mais comme ils ravivent des mémoires, ils ont une âme en quelque sorte aussi. Ah oui. Elles ont une âme et elles ne sont pas elles-mêmes des personnages, mais je pense faudrait que je vérifie, mais je pense qu'il y a très peu de chambres dans lesquelles il n'y a pas au moins un personnage dont je me souviens ou qui me manque. Oui, c'est souvent associé à des gens qui y a eu un vécu avec ces gens-là dans ces lieux-là. Oui. Effectivement. Donc, on va sortir tranquillement du lieu. En fait, la maison, normalement, pour la plupart des gens, une maison est un lieu de réconfort. C'est un lieu dans lequel on se sent bien, dans lequel on se réfugie, si on veut, par rapport à tout ça. Et dans vos livres, dans vos deux cas, c'est très, très marqué, où il y a une espèce d'opposition avec ce réconfort-là. Puis dans le cas de Marie, ça dépend effectivement des chambres, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que votre processus d'écriture, jouer avec la question des perceptions pour rendre ces lieux-là plus glauques, plus inquiétants, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait avant ou c'était la première fois? Est-ce que votre processus d'écriture pour ces livres-là était différent de ce que vous aviez fait auparavant ou ça pouvait se comparer? Peu importe qui. C'est une très bonne question. Mon premier roman, s'appelait Furie, puis ça parlait... c'est une tueuse à gages qui tue seulement des criminels sexuels, là, donc on était ailleurs. Il n'y avait pas de fantôme, il n'y avait pas de fantastique. Mais il se basait sur un phénomène de culture pop que j'aime beaucoup, qui est les comics. Donc, c'était une héroïne, comme on en va en trouver dans des comics de Marvel, par exemple, ou de DC, qui devient une justicière, en fait. Bon. Donc, je me basais beaucoup sur les clichés qu'on va retrouver dans ce type de littérature-là, et j'essaie de les détourner. Et j'ai fait un peu le même processus pour À la maison. Donc, je suis partie cette fois-ci des histoires de maisons hantées que j'affectionnais particulièrement, comme je lis beaucoup de comics et j'aime beaucoup les comics. Et j'ai été voir, quels sont les stéréotypes qui m'intéressent là-dedans, quels sont les stéréotypes qui sont intéressants de subvertir, de détourner. Donc, il y a eu ce travail-là qui se basait sur un objet de culture pop qui est assez présent là, dans la culture. Donc, pour ça se ressemblait un peu. Sinon, c'était assez différent parce que c'est deux histoires très différentes, c'est deux narratrices très différentes, puis c'est deux atmosphères surtout qui sont très, très, très différentes. Donc, la comparaison s'arrête là. C'est bon. Ben moi aussi, j'en écris des livres de maisons hantées, des romans gothiques. J'ai un petit côté sombre que j'aime bien exploiter. Ça devient lumineux finalement. Puis, mais j'ai essayé de trouver toutes sortes de cas, disons, autant les personnes que les objets qui attiraient comme mon personnage. Pour elle, les objets, il n'y en a jamais assez. Puis elle veut pas perdre. Là. Quand c'est le soir des poubelles, là, on trouve des trésors. Hein? Les soirs des poubelles. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les poubelles, mais moi, je les faisais. Puis moi, je connais quelqu'un qui s'est meublé avec les poubelles. OK? Les gens jettent des choses, puis elle n'est pas capable de voir ça. C'est comme, écoute, c'est encore bon, ça peut servir, je peux faire ci, je peux faire ça. Alors, ça ramasse, puis ça accumule, puis il y a encore une place, puis ça. Mais il y a des chambres aussi, comme il y a une chambre vers la fin, là, c'est comme une chapelle ardente avec des anges, puis il y a un petit côté assez macabre aussi dans ça. Alors, toutes sortes de chambres avec trop de choses, trop plein partout.
C'était peut-être donc le processus était peut-être basé plus sur le choix des objets qui allaient avec les personnages. Bon. Intermède technique. Les joies du direct. Oui, c'est ça, les joies du direct. Oui. Avec le sonar. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça sonnait comme un sonar. C'est un sonar, ça s'appelle sonar. Bon. Donc, toi, de ton côté, Marie, est-ce que le processus était différent pour... parce que j'imagine que c'est un processus particulier, vu que c'est un projet particulier aussi. Oui, c'est un projet particulier, mais j'ai un côté... là où ça ressemble à... Là où ça s'inscrit dans une démarche à plus longue échelle, on va dire, c'est que j'ai souvent tendance à faire comme ça plutôt un projet, à avoir... voilà, il y a un moment, une idée me vient bon, comme celle-là, qui m'est venue un peu par hasard un jour à une terrasse de café. Et puis là, je développe, autour de cette première idée, je vais construire un projet, pas juste accumuler des textes, mais bon, j'ai fait un de mes livres précédents, s'intitule « Je suis un livre ». Même principe, c'est-à-dire qu'un jour, je suis assise à une terrasse, j'écris au jeu, mais comme si j'étais le livre. C'est le livre qui parle à sa lectrice. Et donc, j'écris un premier texte comme ça, en prose. Ça reste là. Quelques jours plus tard, je relis. Je me dis, ah, c'est amusant. Si on faisait quelque chose avec ça. Et là, donc, je suis un livre. C'est vraiment... Tout est construit sur ce principe-là. Donc, là où il y a des ressemblances, c'est dans ce côté... j'ai un côté mathématicienne un petit peu contrariée, je ne sais pas. Ou pas contrariée, justement, mais... Voilà, j'ai un côté systématique dans mes projets. D'où le fichier Excel. Oui, D'où le fichier Excel, voilà. Exact. Donc, là, la question serait peut-être un peu plus dirigée vers Nancy et Myriam. Nancy, dans ton livre, la maison d'Elsa, la protagoniste, finit presque par s'effacer, enterrée en dessous des milliers d'objets là, qui sont amassés. Puis de ton côté, Myriam, la maison de Jess semble justement ne pas vouloir être changée, lutter pour qu'elle ne puisse pas s'altérer. Puis dans les deux cas, bien, vos personnages finissent par en perdre la tête. Carrément. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous avez construit l'espèce de vertige, l'espèce de perte progressive de contact avec la réalité? C'est une bonne question, hein? Wow! Ben moi, c'est certain que mon personnage a perdu le contact avec la réalité parce qu'elle parle à ses têtes en cire, Marilyn Monroe. Puis, vers la fin du livre, c'est que la maison est tellement pleine qu'elle ne peut plus respirer. Puis, c'est ça. Alors, la maison brûle. Elle va brûler, elle va disparaître. Elle est comme une sorcière avec ses objets que tout le monde... elle chasse tout le monde avec ses objets. Personne ne peut plus rentrer. Alors, Et même elle n'a plus de place, en fait. Non, elle n'a plus de place du tout. Elle en trouve tout le temps. Puis elle se fait mal, les objets tombent. Son père, d'ailleurs, elle faisait les poubelles avec son père quand elle était jeune. Son père accumulait beaucoup de choses. Puis son père est mort, justement, dans un hangar. Puis toutes ces choses sont tombées sur lui. Puis elle ne voulait pas faire disparaître les choses. Sa mère, après, elle a presque jeté toutes les choses de son père. Puis elle ne voulait pas... Parce qu'elle dit, les choses des morts, quand on les perd, on perd nos morts. Elle a associé les deux très fortement ensemble. Oui. Je comprends. Puis toi, de ton côté, Myriam? Oui, ben, pour moi, tu sais, une histoire de maison hantée, c'est souvent un prétexte à la métaphore. Donc, c'est souvent une métaphore de la famille, de l'intimité. Puis, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire aussi avec À la maison. C'est possible de lire le livre sans du tout se préoccuper de ça. Mais pour moi, en fait, la maison va devenir la métaphore, en fait, de ce rôle de mère-là, de la parentalité qui commence, de comment est-ce qu'on peut incarner ce rôle-là, puis comment même quand on a les meilleures intentions du monde, puis on ne veut pas recréer les modèles qu'on a eus, qu'on va être une femme indépendante et libre, et partager à 50% de la charge mentale, ça peut être
plus compliqué que ça. Il y a des moules qui sont déjà faits, puis c'est plus difficile qu'on pense de les changer. Donc, quand elle n'est pas capable de changer la maison, c'est aussi une métaphore de comment elle n'est pas capable de changer, en fait, ce modèle-là de famille qu'elle aimerait ne pas reproduire, mais que ça devient difficile à ne pas reproduire. Et la question de la folie, en fait, le livre est un témoignage. C'est le témoignage de Jessica, c'est elle qui parle. Et donc, pendant tout le livre, c'est possible de se demander, est-ce que vraiment il y a des phénomènes surnaturels qui la rendent folle ou est-ce qu'elle a déjà perdu la tête et elle invente tous les phénomènes surnaturels? Donc, c'est cette question-là qui ne trouve jamais de réponse. C'est comme cette ambiguïté-là qui est le but du livre. Et donc, voilà, donc la folie, on ne sait pas quand elle s'installe, on ne sait pas si elle s'installe, parce que c'est aussi possible de lire le livre en se disant, ben moi aussi, si ma maison faisait ces trucs-là, ben je serais pognée dedans puis je finirais par faire les mêmes actes. J'essaie de ne pas spoiler la fin. C'est pas facile. Oui, c'est ça. Mais bon, donc voilà, donc c'est ça, c'est possible de lire la folie à plusieurs niveaux, en fait, dans le livre. Bien, en fait, ma question qui suivait, puis tu es allée un petit peu là aussi, c'est que, comme autrice, j'écris du fantastique aussi, donc bon, je sais ce que c'est être sur la ligne là, entre la psychologie et le fantastique. On a généralement une idée de la vérité derrière une histoire, ou en tout cas une hypothèse qu'on préfère, qu'on préconise, si on veut, de ce qui s'est réellement passé. Puis on laisse quand même un flou pour les lecteurs et les lectrices. Puis là, comme on disait justement, mais comme Myriam, tu l'as très bien dit, la ligne entre la folie et le surnaturel est très poreuse et très mince aussi par endroits. Mais juste par curiosité, est-ce que vous privilégiez l'hypothèse fantastique ou l'hypothèse liée à la santé mentale dans le cas de... Moi, pour de vrai, je le sais pas. Je sais pas si j'ai le droit, mais je le sais pas. J'ai pas fait de choix. Tu as le droit. Quand je l'écrivais comme autrice moi-même, je sais pas si Jessica a perdu la raison. Je sais pas si elle invente ça, ou je sais pas si c'est des vrais phénomènes surnaturels. Puis à la limite, c'est pas ça qui m'intéressait. Donc, ce qui m'intéressait de construire, c'était vraiment ce lien-là. Comment est-ce qu'on peut briser les moules? Comment est-ce que la famille peut devenir une pression? Comment est-ce que ça peut créer de l'isolement, comment est-ce que notre identité change, comment est-ce qu'on deal avec ces changements-là, toutes les questions du couple, quand la parentalité ne devient pas le lieu réconfortant, puis où est-ce qu'on va s'épanouir, que c'est supposé être, mais quand ça devient, quelque chose de plus inquiétant, de plus difficile. Donc je le sais pour de vrai pas. Je mens pas, c'est pas... je le sais pour de vrai pas. Mais peut-être que, justement, ça rajoute une couche d'ambiguïté dans le roman qui sert le roman, peut-être, au final. J'espère, mais ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que j'ai vu quand même 3 types de lecteurs-lectrices. Donc, il y a un type qui croit déjà aux fantômes, parce qu'il y a cette question-là aussi, est-ce qu'on croit aux fantômes? Oui. Les gens qui y croient dur comme fer vont me dire, ben oui, c'est clair qu'il y a un fantôme. Les gens qui y croient pas du tout vont me dire, ben non, c'est clair qu'elle est folle. Puis, tu as des gens entre les deux, donc je trouve ça toujours intéressant de voir les différents... Mais c'est d'autant plus intéressant que toi, tu ne donnes pas la réponse, même si tu l'avais, de laisser cette ambiguïté-là. C'est ça le littéraire, je pense, d'avoir un peu d'ambiguïté. Moi, j'ai exploité beaucoup la santé mentale parce que Elsa va se retrouver à un certain moment de sa vie, elle va penser qu'elle est enceinte. Alors, c'est comme une grossesse fantôme. Puis, moi, souvent, c'est des petites choses ou des amis, des gens que je rencontre qui m'inspirent ça. J'ai une amie on voit pousser son ventre quelquefois, je ne sais pas, c'est incroyable. Tout à coup, son ventre se met à pousser, puis elle a l'air d'une femme de 6-7 mois enceinte. Je dis, c'est intéressant, ça. OK? Alors, c'est souvent des histoires qui partent comme ça. J'avais aussi une autre amie... sa mère est morte, puis elle est allée chez ses nièces, puis ils ont séparé les cendres. Ils essayaient de séparer les cendres, puis ils ont échappé les cendres par terre. Fait qu'une partie de la mère s'est retrouvée dans la balayeuse. J'ai dit, c'est intéressant, ça, regardons ça, c'est parti comme ça. Il y a bien juste des auteurs pour trouver ça intéressant. Comme la mère reproche toujours à sa fille, ramasse-toi, ramasse-moi tout le temps, elle va continuer de le faire tout le temps de sa vie, dans l'aspirateur, jusqu'à ce que, à la fin, elle dit, maman, elle dit, ferme ta gueule, je passe l'aspirateur, puis elle a passé l'aspirateur, puis voilà. C'est bon, j'adore. C'est une belle revanche quand même. C'est vrai. Y a-t-il un psychanalyste dans la salle? On veut peut-être pas le savoir, finalement. Mais pour faire un lien avec ça, toi, Marie, dans le tien, on sait que la mémoire est faillible.
Donc, les souvenirs rapportés sont forcément un peu fictifs, un peu détournés. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as est-ce que c'est plus autofictionnel qu'autobiographique à ce moment-là? Oui, ça c'est clair. La différence entre les deux, rapidement, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Ouais. L'autobiographie, elle est fondée sur le vrai. Hein? Il y a un pacte entre l'auteur, l'autrice et le lecteur, la lectrice. Ce que j'ai écrit là, c'est ma vraie vie à moi. Dans l'autofiction, on part de sa vraie vie à soi, mais on se donne des libertés. Donc, oui, on est beaucoup plus dans l'autofiction ici. Et il y a même, à un endroit dans les antichambres, je dis qu'il pourrait y avoir des chambres inventées. Scoop! Il y en a. Oh, il y a des chambres dans le livre qui n'ont jamais existé. Bon, et puis pour plusieurs autres, ben il y en a qui peuvent être un mélange de 2 ou 3, en fait, que j'ai fictionnalisé comme je l'ai fictionnalisé là. Voilà, c'est... Est-ce que, comme Nancy, tu t'es inspirée de la chambre de gens que tu connaissais, de témoignages de gens extérieurs pour créer des chambres à toi? Dans un cas, oui. Une des chambres inventées, c'est ça, en fait. Bon, ça y est, je dévoile tout. Ça va finir en autobiographie. On va la chercher, en fait. on va la chercher. C'est ça. Voilà. Oui. Parfait. Après, il y a la question, justement, une fois que les personnages ou les souvenirs, en tout cas, deviennent un peu flous ou descendent dans la folie ou justement sont altérés avec le passage du temps. Il y a souvent une idée d'essayer de préserver une image pour le monde extérieur ou de cristalliser une image pour essayer de garder tout ça. Entre autres, je vais commencer avec Myriam, entre autres, dans ton roman, tu as des passages Instagram. Ouais. Donc, des passages où Jess, où dans le fond, tu décris avec des mots, des images, ce qu'on voit comme photo sur le compte Instagram de Jess qui essaie de montrer que sa vie est parfaite. Là. Ouais. Est-ce que c'était important pour toi? J'imagine que ça devait être quand même important de montrer un peu le contraste entre l'enfer qu'elle est en train de vivre à l'intérieur, puis ce qu'elle veut montrer aux gens. Mm-hmm. Oui, bien, ça avait plusieurs fonctions. Tu sais, d'abord, quand je parlais du fait que le livre repose sur beaucoup d'ambiguïté, dont l'ambiguïté de la véracité du témoignage de Jess, bien, ça vient d'avoir accès à ces publications Instagram-là qui ne racontent pas du tout la même histoire que ce dont elle va témoigner. Bien, c'était aussi une façon de venir complexifier son témoignage. Si elle poste ça sur Instagram, est-ce qu'on croit ce qu'elle nous dit après? Donc, il y avait de ça. Puis, il y avait aussi... J'essaie de la complexifier un peu, ces questions-là, parce que, bon, on le dit souvent que sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, puis, bon, c'est superficiel, etc. Mais je pense que c'est quand même plus complexe que ça. Je pense que les images que Jess va publier de sa famille quand ça va bien, c'est aussi une façon d'entrer en contact avec d'autres. Puis je pense que c'est peut-être juste qu'il n'y a pas nécessairement... C'est ça que les gens veulent voir, en fait. Ils veulent voir des belles photos des enfants. Ils veulent voir des photos de la famille qui sourit. Est-ce que les gens ont vraiment l'espace pour accueillir des photos de désordre mental ou familial sur Instagram? Je sais pas, tu sais. Puis c'est aussi, bon... Le livre se base aussi sur certaines de mes amies qui sont devenues mères pendant la pandémie, donc à 25, 26 ans, et qui ont vécu des problèmes psychologiques par rapport à ça et qui n'ont pas pu aller chercher de l'aide. En fait, je me suis rendu compte à travers elles que de dire que finalement la parentalité, c'est plus difficile que ce qu'on pensait, qu'on a peut-être des problèmes dépressifs, c'est autant avec les proches, il y a une barrière, on dit, ben non, ça va passer, c'est juste parce que tu dors pas, il faut juste que tu stresse-toi moins, c'est parce que tu es trop stressé que ça va pas bien. Bon, il y a tout ça. C'est facile, ça, se stresser moins. C'est ça, ben oui, c'est ça, c'est une solution super évidente. Puis même les professionnels de la santé, même, il n'y a pas d'espace pour aider les nouveaux parents là-dedans. Donc voilà, c'était aussi une réflexion là-dessus. Comment est-ce qu'on va chercher de l'aide quand on en a besoin? Où est-ce qu'on peut crier à l'aide? Puis où est-ce qu'on veut, au contraire, essayer à quel point, si les gens pensent qu'on va bien, est-ce que ça peut nous aider à bien aller? Donc voilà, il y avait comme plusieurs niveaux là, avec ces publications-là. Oui. Non, c'est intéressant. Puis
ça renvoie un peu, si tu dis, un appel à l'aide, bon, tout ça. Si on pense à Nancy, par exemple, ton personnage d'Elsa s'assume comme étant une collectionneuse, comme elle dit, mais en même temps, il y a de la honte là-dedans parce que elle veut pas inviter les gens chez elle. Ou est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu as eu à faire des recherches pour essayer de comprendre? Est-ce que c'est un sentiment que les hoarders ont normalement, cette espèce de honte-là, cette espèce d'idée de montrer une image, par exemple, elle va rencontrer ses nouvelles amies, elle veut leur plaire, elle s'achète des vêtements neufs pour essayer de projeter une image. Est-ce que c'est quelque chose que les gens font d'habitude? Avais-tu vu un peu des choses par rapport à ça? Oui. Moi, je fais ça des fois. Mais bon, un peu tout le monde, là. Mais, voilà. Mais ça arrivait juste comme ça. Moi, j'écris, je ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver d'une page à l'autre. Si je le sais, je vais arrêter, ça ne m'intéresse plus. Alors, c'était ça, j'embarquais, puis là, je commençais, puis elle allait avec son père, puis elle ramassait des choses aussi. Elle a ramassé un nounours qui tirait la langue, puis il manquait une patte, mais il était très beau, puis elle va le réparer. Puis c'était toujours ça. Je m'excuse, j'ai perdu le fil. Ça m'arrive souvent. Oui, bien, la question était longue un peu aussi. Non, c'était de voir si tu avais eu des recherches à faire pour voir si les gens les hoarders ont des réflexes pour essayer de détourner un peu, de préserver une image malgré oui, c'est sûr qu'ils ont. C'est leur domaine. Tu peux plus faire entrer personne dans la maison. Puis il n'y a plus rien qui rentre dans la maison non plus. Dès qu'il y a un petit espace, bien, ça les énerve. C'est comme une forêt. Une forêt sans arbres. Ouais. Il faut toujours qu'il y ait encore de la place, ça va. Moi, je connais des amis, et ses enfants, ils disent « T'as bien de la place dans ton garage, papa. » Ça fait que, il arrive, puis c'est plein, puis ça se remplit. C'est d'essayer de remplir les espaces vides, parce que tu es vide à l'intérieur de toi. Puis c'est ça, les objets vont combler un manque. Parce qu'elle n'a pas vraiment de vrais amis. Même pour avoir des présences dans la maison, ses amis qu'elle va se faire, elle va vouloir photographier leurs yeux, puis elle va mettre les yeux dans la maison, comme ça, elle ne va pas se sentir trop seule. Fait que c'est... Elle les transforme en objets, en fait. Exactement. On disait que c'était déjanté, hein? C'est ça? Complètement. C'est mon roman le plus capoté que j'ai jamais écrit, puis c'est le dernier. Non, c'est vrai. Parlant d'images, en fait, Marie, toi, de ton côté, tu as choisi, tu en as parlé un petit peu tantôt, de choisir d'illustrer par des croquis les chambres dont tu partages les souvenirs dans le recueil. Est-ce que le dessin s'est inscrit dans la démarche dès le départ ou ça s'est ajouté en chemin? Comment c'est venu l'idée d'accompagner les mots de ces espèces de croquis souvenirs un peu? Bien, c'est venu très vite. En fait, dès la première chambre, qui n'est pas la première dans le livre, la première écrite, je pense que le jour même où j'ai fait la première version de texte, j'avais griffonné dans le carnet, sur la page à côté, le croquis. Et puis après, la question, ça a été, est-ce que je le fais de façon systématique ou pas? J'ai hésité. À un moment, j'ai dit oui, je vais le faire de façon systématique. Et ça m'a aidé aussi à faire une sélection parmi les chambres. À un moment, il y en a que je n'arrivais pas à dessiner. Donc, je me disais, bon, OK, si je n'arrive pas à la dessiner, celle-là, elle va juste apparaître dans les listes. J'ai aussi fait des listes, une espèce de petites listes commentées des chambres que je ne décris pas ni ne dessine. Mais oui, c'est devenu systématique à un moment. J'ai pris la décision de le faire. Ouais. C'est vrai que ce que tu dis là, tu l'expliques dans les sections anti-chambres, justement, mais bon, c'était pour le bénéfice. Oui, voilà. Oui, c'est ça, parce que juste pour info, j'ai les chambres elles-mêmes avec leur illustration, et j'ai ce que j'appelais des anti-chambres. En fait, c'est des réflexions sur
l'écriture elle-même de ce projet-là, avec des questions du style est-ce que j'arriverai à me souvenir de toutes mes chambres ou pas? Est-ce que je fais l'inventaire des chambres pour ne pas faire l'inventaire de mes amants? Non. Bon, il y en a d'autres, là, mais c'est les deux qui me reviennent en tête. Mais c'est ponctué donc de petits textes qui ont à peu près la même longueur que les descriptions des chambres. Mais voilà, comme une mise en perspective, toujours encore avec cette idée de l'outil de dessin qui transforme le réel. Enfin, bon, je ne vais pas partir dans les grands trucs intellectuels, mais je me suis amusée un peu. Tout est dans tout, comme on dit. Mais de plusieurs façons seulement. Oui, c'est ça. Dans chacun de vos livres, les narratrices sont plus souvent qu'autrement en huis clos avec elles-mêmes, en fait. Et bien, avec elles-mêmes et les lieux ou les objets. Il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là. Mais pourtant, il y a d'autres personnages qui gravitent autour d'elles. On en a un peu parlé là, à travers là, depuis le début, soit des amants de passage ou des membres de la famille, un conjoint, des nouvelles amies, bon, etc. Comment est-ce que vous avez élaboré les relations interpersonnelles dans vos récits en sachant que l'intimité des personnages allait forcément être mise à mal à cause soit de la maison ou du désordre ou, ben là, c'est peut-être moins précis dans ce cas-là, mais comment on aborde les relations? C'est une grande question. Je ne sais pas si je l'ai intellectualisé, comment j'ai fait ce processus-là. C'est souvent pas le cas, mais des fois, ça fait de la réflexion en direct. Oui, c'est ça. Ça va être ça. Ça va être ça. Je pense que moi, en fait, c'était beaucoup lié au fait justement que Jessica est une nouvelle mère. Donc, il arrive dans cette maison-là qui est éloignée, elle arrête de travailler, donc elle est en congé de maternité. La famille est loin, les amis sont loin, donc nécessairement, elle est seule dans la maison du matin au soir pendant que son chum part travailler à Montréal, donc il revient très tard. Parce qu'elle est en arrêt de travail aussi. Oui, c'est ça, tôt, sa grossesse va pas bien, donc elle doit arrêter de travailler là, quand même, je pense, à 6 ou 7 mois de grossesse. Fact-checkez-moi pas là-dessus, mais quelque part dans ces eaux-là. Donc c'est ça, très tôt, et ensuite, bon, évidemment, la première année du bébé, le livre commence, elle est enceinte et finit le bébé à peu près 1 an. Donc, cette année-là, c'est une année où la femme, souvent, va prendre son congé de maternité, va être seule à la maison. Et je pense qu'en fait, donc ça tombait sous le sens qu'elle allait vivre de l'isolement. Parce que c'est encore une fois ce que j'ai vu quand même. Ben là, en plus, c'était des grossesses en pandémie, là, mais c'est ce que j'ai vu beaucoup de mes amis vivre quand même là, à ce moment où est-ce que tu vas plus travailler, tu sors moins qu'avant, donc tu es beaucoup seule avec le bébé. Puis le bébé, pas nécessairement. Le bébé, évidemment, est un humain. J'allais dire quelque chose de terrible, mais je veux dire, c'est pas. Tu parles pas. Ben c'est ça, il te répond pas. Là, donc c'est. Il n'y a pas des échanges très nourrissants. Oui, c'est ça. Donc, c'est nourrissant d'une autre façon, c'est sûr, mais c'est ça. C'est pas un humain à part entière qui peut te répondre, qui peut dialoguer. Donc cet isolement-là, il tombait sous le sens là, et ça servait très bien l'idée d'une maison hantée, évidemment. Le propos, mais tu avais aussi la relation avec son conjoint, en fait, là, qui, lui, ne vit pas les phénomènes. Ben, des fois, il est témoin de certaines choses, mais il les attribue toujours à quelque chose d'autre, en fait. Oui, évidemment. Oui, puis ça aussi, c'est un cliché qu'on retrouve souvent dans les histoires de maison hantée. Le personnage qui est là, qui vit dans le même espace, mais qui ne voit pas du tout les mêmes choses, qui ne croit pas la personnage principale. Et ça creuse un fossé, en fait, entre Phil et Jessica. Puis, encore une fois, métaphoriquement, ça représente un peu... c'est différent de devenir mère et devenir père. C'est différent de porter l'enfant, accoucher l'enfant, allaiter l'enfant pendant 1 an. Surtout ce temps-là, je pense, où est-ce qu'il y a quelque chose qui est très difficile à partager complètement. Je ne sais pas si c'est possible de le partager complètement, en fait. Donc c'est la métaphore de cette différence-là dans les expériences de parentalité et aussi comment juste 2 parents, là, même si c'est 2 pères ou peu importe, peuvent vivre la parentalité de façon très différente. C'est tellement quelque chose de... bon, c'est ça. Donc ça vient représenter ça, en fait, la différence dans la façon dont les deux personnes du couple perçoivent la même maison. Ça peut aussi être la façon dont 2 parents perçoivent le même enfant, perçoivent la même expérience de parentalité. Moi, dans mon livre, Elsa a une fille et ça devient encore plus bordélique parce que est fatiguée, c'est elle qui s'occupe de l'enfant, son mari l'a quittée. Et comme Elsa n'aime que les objets, elle aimerait que sa fille soit un objet. Quand elle a fini de
jouer avec, qu'elle puisse la mettre sur une étagère comme une poupée, puis qu'elle... alors, elle va perdre sa fille, finalement, parce que ça la rend presque folle, ça. Puis elle a perdu son mari aussi. Puis la fille va revenir aussi, puis la fille va lui faire des reproches tout le temps, parce que elle va reprendre sa fille, mais il va falloir qu'elle vide la maison avant d'avoir sa fille. Mais tout au long de sa vie, la fille va continuer de lui faire des reproches. Elle ne peut même plus aller chez sa mère parce que c'est trop plein. La mère, elle a honte. Puis même à la fin, sa fille veut revenir elle dans veut sa revenir. vie, puis c'est comme trop. C'est comme trop, elle ne peut plus, puis c'est ça. Elle disparaît avec ses objets. Mais elle a quand même gardé la voiture qu'elle aimait, là, la Mini. Là. Elle s'appelle Mini Chérie. Puis j'ai une Mini Cooper. Puis c'est une Mini Chérie aussi. Mais je fais pas ce que... Pas autant de choses sa avec. voiture. Je la lave même pas. Mais quand même. C'est bon à savoir. Après la maison, la chambre, est-ce que la voiture sera l'ultime lieu de refuge? Non, la voiture est sauvée. C'est la maison qui va brûler. Oui. Puis quand elle fait brûler la maison, c'est bizarre parce que c'est comme si la foule des objets applaudit. OK? Parce qu'elle va disparaître, tout va disparaître. Puis il va rester juste le feu. Ça commence, si ma maison brûlait, qu'est-ce que j'emporterais? Alors elle a dit, j'emporterai le feu seulement. Ça va tout être parti, puis il n'y a personne qui va pouvoir lui dire que... collectionneuse, ramasseuse, puis bon, ça ne pouvait plus durer. Anyway. Puis, Marie, avais-tu quelque chose à ajouter là, par rapport aux relations interpersonnelles? Parce que c'est sûr qu'ils traversent ton recueil, mais oui, bien, il y en a qui passent, effectivement, mais oui, il y a souvent des personnages qui passent, mais c'est... Voilà, il n'y a pas de relation, ou très peu... en tant que tel dans les narrations. Ben, on est plus dans de la description quand même, dans la nature même du projet. Donc, ben, il y a quelques figures. Je pense qu'il y a quelques amis qui ont dû se reconnaître. Enfin, j'ai des amis qui m'ont dit, qui me connaissent bien, et qui me disent, oh, là, je lisais ça et là, j'essayais de trouver laquelle chambre était laquelle, etc. Donc, oui, il y a des gens qui passent à travers le recueil. Oui. Puis d'ailleurs, là, il nous reste plus beaucoup de temps. On a quand même, j'avais une question justement par rapport à la maternité, mais je pense qu'on l'a quand même bien décortiqué un peu à travers tout au long. Mais je serais quand même curieuse de voir. Je pense que c'est Myriam, au début, tu parlais aussi de est-ce que les lieux nous influencent ou c'est nous qui influençons les lieux ou un peu des deux? Puis est-ce que, dans le fond, le lien à la maternité est difficile dans les deux romans? Dans ton recueil, c'est vaguement évoqué. Je pense que c'est mentionné dans un fragment, là, quelqu'un a été conçu ici. Oui. C'est très... oui. La maternité ou la naissance est mentionnée à deux endroits. Dans celle dont tu parles, où c'est la chambre où mon fils a été conçu. Et dans la dernière des chambres, qui est une chambre d'orphelinat, où on m'a dit que j'avais passé les premiers mois de ma vie. Oh. Mais je n'en sais rien, vraiment, mais bon, voilà. Et donc, c'est un dortoir d'orphelinat où, quand j'étais enfant, ma mère adoptive, mais ma mère, de temps à autre... C'est de l'autre côté. Ah! Ma mère, de temps à autre... OK. C'est les fantômes? Oui. C'est ça. Ma mère, de temps à autre, m'amenait à l'orphelinat, visiter l'orphelinat, donc cette chambre un peu imaginaire où j'aurais vécu. Je ne sais pas. Donc, c'est ça. Je trouvais que c'était un lien quand même fort qui traverse vos trois livres, là, soit cette espèce de maternité plus difficile ou plus particulière. En tout cas, je voulais juste le souligner, mais on en a quand même parlé là, un peu à travers les différentes autres questions. Donc, comme il nous reste moins de 5 minutes, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir pris part à cet échange-là. Puis juste finir un peu, je ne sais pas si vous voulez nous dire où vous allez être dans le salon par la suite, si vous avez des séances de dédicace, à quel endroit on peut se procurer vos livres. Rappelez les titres, les éditeurs. Moi, mon roman, c'est À la maison. C'est publié chez Poète de Brousse. Et je travaille aussi chez Poète de Brousse, donc je vais être là vraiment souvent pendant le salon. C'est au stand 1850 dans l'espace des médias
tout au fond, proche du Noroît. Et j'ai aussi un premier roman qui s'appelle Fury qui est disponible là. Je vais être au salon, je suis en séance de signature vendredi de 18h à 19h, puis samedi de 17 à 18h. Mais je vais aussi vraiment être souvent là comme éditrice, donc vous devriez me voir souvent là. C'est bon, merci. Alors, moi, mon roman, c'est Capharnaüm. Il est juste là, sur la table. On est bien situé. C'est publié aux éditions David. Parfait. Alors, Caméra Lucida, aux éditions du Noroît, qui sont tout près de Poète de Brousse, une petite zone où il y a quelques éditeurs de poésie d'ailleurs, mais pas que. Donc, éditions du Noroît. Moi, j'y serai pour une dédicace samedi en matinée, je crois. Mais il est possible que je traîne dans les parages à plusieurs moments. Parce que moi aussi, je suis j'achète là des livres. juste aujourd'hui. Ouais, on fait beaucoup ça, traîner dans les parages dans un salon, hein, n'est-ce pas? On a un budget à respecter, mais quand même. Ou qu'on fait exploser, oui, c'est ça, allègrement. Donc, merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup. Et merci à notre public très attentif. Donc, bon salon. Merci au Salon du Livre de Montréal. Merci. Merci.